ce soir entre les commerçants en fruits et légumes et le ministère des Finances qui a accepté un relèvement des marges bénéficiaires de certains produits alimentaires. La France a approuvé aujourd'hui un projet visant à construire en Europe une usine d'enrichissement de l'uranium, premier pas vers la différenciation des sources d'énergie dans notre pays. Le colonel Kadhafi est arrivé à Orly cet après-midi. Il sera reçu demain par le président Pompidou avant de participer à un colloque organisé par 4 grands journaux européens. Ouverture du congrès du Parti radical aujourd'hui, une question. Monsieur Servan-Schreiber, le président du parti qui affirme ne pas être candidat à un nouveau mandat, restera-t-il président? Il y a 5 millions de pêcheurs en France. Pour eux, cotisation plus chère l'année prochaine et pollution. Le point sur l'un des passe-temps favoris des Français. Première interview de Jean Richard après son grave accident de voiture il y a 6 mois. Jean Richard parle de ses projets, notamment sur cette première chaîne de télévision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Puisqu'il faudra bien un jour ne plus vivre dans l'obsession du pétrole, ni que l'essentiel de notre vie quotidienne repose sur un produit tributaire de la situation dans des pays étrangers, il faut donc d'ores et déjà, et ce n'est pas trop tard, mais il est temps, penser à l'avenir, ne fût-il pas immédiat. C'est ce qui a été affirmé cet après-midi devant l'Assemblée nationale par M. Charbonnel, le ministre du Développement industriel, qui a dit qu'il n'y avait pas lieu aujourd'hui de prendre des mesures de restriction autoritaires aujourd'hui. C'est cependant une décision importante pour l'avenir qui a été annoncée à cette occasion. M. Charbonnel a en effet annoncé que la France avait approuvé un projet en vue de la construction en Europe d'une usine d'enrichissement de l'uranium. C'est un projet qui a les faveurs de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne et de la Suède. L'uranium enrichi étant destiné à l'approvisionnement des centrales nucléaires. C'est donc un pas important de franchi en vue de l'utilisation un jour de l'énergie atomique comme source d'énergie quotidienne pour chacun d'entre nous. L'atome. Dès le 1er janvier prochain sera mise en route une usine d'enrichissement de l'uranium à partir du procédé français de diffusion gazeuse. Cette usine pourrait commencer à fonctionner en 1979. C'est ce qu'a indiqué cet après-midi au député M. Charbonnel et c'est sans aucun doute l'information à retenir du débat sur la politique énergétique du gouvernement qui s'est tenu tout l'après-midi à l'Assemblée nationale. Cette décision, a ajouté le ministre de l'Industrie, ne doit pas fermer la porte à la coopération internationale. La concertation va donc se poursuivre avec les pays, l'Allemagne fédérale, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, qui proposent une autre technique d'enrichissement de l'uranium. Par ailleurs, M. Charbonnel, une nouvelle fois, a fait le point sur l'approvisionnement de la France en pétrole. Jusqu'à la fin de l'année, a-t-il dit, les livraisons devraient s'effectuer à peu près normalement. Le léger déficit qui interviendra sera couvert par une ponction sur les stocks. Nous connaissons les périls de demain, a conclu M. Charbonnel. Si l'Europe connaissait la pénurie, la France ne pourrait seule demeurer dans l'abondance. Si la situation actuelle devait se modifier, le gouvernement saurait demander aux Français les sacrifices qu'imposerait sa sécurité et sa dignité. On peut le constater, je crois, c'est peut-être le dernier avertissement avant les restrictions. Après l'intervention de M. Charbonnel, la suite du débat a été essentiellement marquée par 2 exposés, celui de Jean-Jacques Servan-Schreiber et celui du socialiste Alain Savary. Pour le président du Parti radical, il existe un risque de guerre économique. Le gouvernement français est le seul à ne pas dire la vérité et Jean-Jacques Servan-Schreiber a demandé la mobilisation générale. Le socialiste Alain Savary, pour sa part, a indiqué que le gouvernement n'avait rien fait pour mener une politique énergétique digne de ce nom. Il faut, a-t-il dit, relancer le débat entre les pays producteurs et les pays consommateurs d'énergie. Pour M. Krieg, UDR, cette crise aura peut-être eu un aspect positif, celui de voir l'Europe accentuer sa volonté de développer l'énergie nucléaire. Bernard Destremaux, pour les Républicains indépendants, a demandé que se manifeste la solidarité entre les pays de la communauté. M. Bayot, communiste, a regretté l'abandon du charbon et accusé le gouvernement de céder au chantage des compagnies pétrolières internationales. Et M. Lelon, pour l'Union centriste, a souhaité, à l'occasion de cette guerre du pétrole, une relance de la politique européenne. Voilà donc pour ce débat de l'après-midi, mais il est probable que la crise de l'énergie continuera tout au long des prochains jours et des prochaines semaines d'être à la une de l'actualité, en particulier ici au Palais Bourbon.
C'est donc dans le milieu de l'après-midi, avec un retard de plusieurs heures sur l'horaire prévu, que le colonel Kadhafi, le chef de l'État libyen, est arrivé à Paris. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour que le Boeing 727 du président Kadhafi ne se pose pas à Orly en raison de la visibilité pratiquement nulle due à l'épais brouillard que la région parisienne connaît depuis ce matin. À 30 ans, le colonel Kadhafi est l'un des plus jeunes chefs d'État du monde et sa position dans le monde arabe, si elle est quelquefois controversée, n'en constitue pas moins l'un des éléments importants. Initialement, le séjour à Paris du colonel Kadhafi était organisé par 4 journaux européens, dont Le Monde, qui avaient demandé, comme cela se fait de temps à autre, au chef de l'État libyen de venir participer à un colloque. Il n'en reste pas moins que le colonel Kadhafi sera reçu demain par le président Pompidou à l'Élysée et que c'est le Premier ministre, M. Pierre Messmer, qui est allé l'accueillir à Orly, ce qui, sur le plan du protocole, n'était pas indispensable dès lors qu'il s'agit d'une visite privée. Civil, sourire crispé, voilà comment Orly, vers 16 h, a découvert dans un épais brouillard le colonel Kadhafi. En bas de la passerelle l'attendait le Premier ministre Pierre Messmer. Les deux hommes, avant de gagner Paris, ont eu une brève entrevue. Il s'agissait de mettre la dernière main à l'entretien que doit avoir le chef de l'État libyen, sur sa demande, avec le président Pompidou demain matin. Que vient donc dire Kadhafi au président? Il vient parler d'armes et pour cela il va parler pétrole. Le colonel souhaite que l'embargo sur les pays du champ de bataille soit levé. Son atout, là encore, c'est le pétrole. Le colonel veut par ailleurs voir les Européens jouer un rôle plus important au Proche-Orient, si ce n'est primordial, dans le règlement du conflit. Kadhafi n'a en effet jamais caché ses sentiments hostiles tant à l'égard de Moscou que de Washington. En adoptant cette attitude, le colonel espère bien réaliser son vieux rêve, prendre la place laissée vacante par le colonel Nasser au sein du monde arabe. Car en fait, depuis la guerre du Kippour, ce rôle est tenu en grande partie par le roi Faisal d'Arabie Saoudite. Et rarement deux hommes ont été, du point de vue politique, aussi diamétralement opposés que Faisal et Kadhafi. Mais là ne s'arrêtent pas les difficultés du chef de l'État libyen. Son franc-parler et ses idées progressistes font peur à Sadat et à nombre des dirigeants arabes. C'est donc en quelque sorte un soutien que vient chercher à Paris un Kadhafi légèrement isolé. Reste à savoir si Paris voudra franchir le pas qui sépare la bienveillance du soutien effectif. Des progrès, mais aucun résultat concret cet après-midi lors de la nouvelle rencontre du kilomètre 101. Il s'agissait de trouver une solution au problème bien délicat, il est vrai, du retour des forces israéliennes et égyptiennes aux lignes du cessez-le-feu du 22 octobre. 2 heures de conversation entre les généraux Yariv et Gamassi, au cours desquelles on a finalement décidé de se retrouver à nouveau demain. Tout au long du canal, les forces de l'ONU ont pris position et on peut enfin ravitailler Suez au sud aussi facilement que Port Saïd, dont vous allez voir les premières images tournées par nos correspondants du Caire. Port Saïd, une ville presque morte où nos caméras n'ont pu pénétrer que 1 mois après le cessez-le-feu. Ici, à l'extrême nord du canal de Suez, il a suffi de quelques bombardements, en l'occurrence le pilonnage des fantômes israéliens qui visaient des raffineries de pétrole, pour que la ville soit à demi rasée comme tant d'autres tout autour des fronts du Sinaï ou du Golan. On n'a vraiment pas l'impression qu'ici vivaient 300 000 personnes, car ceux qui se sont enfuis n'osent plus revenir. La vie a tout de même repris lentement au milieu des gravats. Ce char a été pris aux Israéliens. Les Égyptiens l'ont placé là, au milieu de la place principale, tel un monument aux morts. La mosquée, tout comme la cathédrale, ont souffert. Les hôpitaux aussi. On ne savait plus où mettre les blessés. Cet immeuble, c'était la clinique de la délivrance, tenue par des religieuses. L'une d'elles, la mère supérieure, Marie des Anges, est restée 18 jours bloquée dans une cave. Écoutez son témoignage. Le 9, vers 7h30 du soir, notre réfectoire est en bas, au sous-sol, nous étions en train de manger, et quand je suis sortie, la serrure de la porte d'entrée, qui est très solide, m'est tombée dans les mains. Et des vitres ont volé en éclats.
Alors c'était déjà dans les parages où ça bombardait à côté. Et puis après, ça a continué à bombarder. Nous sommes restés avec les réfugiés dans le sous-sol jusqu'à 11 h du soir. Tous les quarts d'heure, ils revenaient. Il faudra plus d'une année pour reconstruire Port Saïd où, dans les décombres, on a trouvé 200 morts. Et à quelques centaines de mètres de la ville, de l'autre côté du canal, le désert et la deuxième armée égyptienne, ou du moins ce qu'il en reste. Alger. Ouverture demain des travaux préparatoires à la conférence arabe au sommet prévu pour le 26 octobre. 16 pays arabes ainsi que l'Organisation de la libération de la Palestine ont accepté de participer à la conférence réunie à la demande de l'Égypte et de la Syrie. 2 absents de marque, l'Irak et la Libye du colonel Kadhafi qui a déclaré très haut qu'il n'assisterait pas au sommet de la reddition. Bonn. L'Allemagne fédérale décide d'arrêter immédiatement l'arrivée de nouveaux travailleurs étrangers au nombre de 2,5 millions à l'heure actuelle en Allemagne. Cette mesure, précise le ministère du Travail, n'a qu'un caractère temporaire et ne vise pas les travailleurs originaires des autres pays du marché commun. Athènes. En dépit de l'allègement du dispositif policier dans les rues de la capitale et de la réduction de la durée du couvre-feu, la situation demeure extrêmement tendue. Les tribunaux d'exception siègent sans relâche, arrestations et condamnations se multiplient. La loi martiale est toujours appliquée dans Athènes, où tous les principaux leaders de l'opposition sont soit arrêtés, soit en résidence surveillée. Lundi matin, les dirigeants des détaillants en fruits et légumes rendront compte à leurs adhérents des aménagements apportés aujourd'hui à la taxation, aménagements qu'ils jugent dans l'ensemble satisfaisants. C'est en fin de matinée que Valéry Giscard d'Estaing a reçu dans son bureau 25 représentants des détaillants. Une réunion dont l'annonce vendredi dernier avait mis fin, au moins pour un temps, à la grève des fruits et légumes. 1h45 de discussion auront permis de dégager les conclusions suivantes. La taxation est maintenue, mais elle sera aménagée. Une taxation de nos marges, nous ne sommes pas contre, puisque nous en avons fait la proposition, mais à condition qu'elle soit raisonnable. Quelles sont les propositions exactes que vous avez faites, Dominique? Eh bien, en fait, nous avons fait cette proposition de marge réglementée. Bien sûr, nous devons participer, disons, dans le cadre du plan anti-inflation, nous devons participer avec les pouvoirs publics, avec les consommateurs, etc. Cette déclaration marque déjà le progrès accompli. Cet après-midi, nouvelle réunion technique celle-là, chez le directeur du commerce intérieur et des prix, Quai Branly. 2 décisions sont prises. Les fruits qui ne sont plus de saison, melons, pêches, raisins, ananas et prunes, échappent à la taxation. Deuxièmement, la marge des détaillants est majorée pour les produits qu'ils auront payés plus de 2 francs aux grossistes. Je dirais que nous sommes satisfaits à 75% en fait, c'est ça. Qu'allez-vous demander aux détaillants? Eh bien, je crois que raisonnablement, nous devons leur demander en fait de reprendre le travail, bien sûr, enfin, de continuer à travailler. Les radicaux, depuis ce matin, sont salvagram pour leur congrès. Cette première journée est à huis clos, alors voilà seulement les seules images de cette première séance. À la tribune, Jean-Jacques Savant-Schreiber. C'est un anniversaire pour le président sortant. Il y a 4 ans, le 3 novembre 1969 exactement, il était appelé par les radicaux pour sauver le parti. En 1970, il est élu secrétaire général. En 1972, président. 1970, Wagram déjà, c'est le triomphe du manifeste radical. Un projet de société qui rassemble pour un temps les anciens et les nouveaux radicaux. Jean-Jacques Savant-Schreiber et Lord Kennedy, une famille, des méthodes nouvelles, une approche de la politique que certains jugent révolutionnaire. 1972, Suresnes, il affronte Maurice Faure, le président sortant, l'homme qu'il avait appelé 2 ans plus tôt. Maurice Faure et les notables lui reprochent sa candidature à Bordeaux contre Jacques Chaban-Delmas, son franc-parler, ses initiatives personnelles. Vous avez donné hier, mesdames et messieurs, le spectacle du seul parti en France devant lequel il a été difficile à son président de s'exprimer.
Mais si c'est dit par Maurice Faure, vous sifflez. Si c'est dit par Jean-Jacques Servan-Schreiber, vous applaudissez. Jean-Jacques Servan-Schreiber est triomphalement élu. Le voilà maître du Parti radical. Il doit préparer maintenant les législatives de 1973. Il refuse alors l'alliance socialo-communiste. Il refuse de livrer le parti à la majorité. Avec Jean Le Canuet, il crée le mouvement réformateur. Voici donc la Légion des réformateurs, candidats, militants, responsables. La chance des Français, c'est vous. Les notables du parti, avec Robert Fabre, Maurice Faure et le sénateur Caillavet, quittent la place de Valois. C'est la scission. Mais Jean-Jacques Servan-Schreiber affirme que 2000 départs sont largement compensés par 16 000 arrivées. Pour lui, les militants remplacent maintenant les notables. Il constate même qu'avant 1969, la moyenne d'âge des adhérents dépassait 50 ans. Aujourd'hui, 34 ans. Je n'aime pas le Parti communiste ni le Parti socialiste parce qu'ils sont dogmatiques. Et le Parti radical est un parti pragmatique, ouvert, réformateur, dans lequel je me sentais à l'aise. Et dans lequel je me sens à l'aise. Il y a un mois, coup de théâtre. Il annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidence du parti demain soir. Depuis, 48 fédérations sur 57 qui se sont prononcées lui demandent de revenir sur sa décision. Ce congrès sera celui de la clarification. Les adversaires de Jean-Jacques Servan-Schreiber ayant quitté le Parti radical, la surprise serait qu'il ne soit pas réélu. Quel que soit le résultat, dimanche soir, l'intérêt sera de savoir ce que représente maintenant le Parti radical. Quel bilan peut-on dresser de ce colloque? L'impression générale est une certaine déception, parce que les débats ont été beaucoup moins riches et moins constructifs que les sondages et les enquêtes réalisés auparavant, et parce que trop souvent, la discussion s'est trouvée bloquée par des partis pris ou par des refus de changement des mentalités. Le président du colloque, lui, n'est pas déçu. Non, je ne suis pas déçu, car l'objectif premier de ce colloque était de permettre la libre expression des opinions. Et si vous avez assisté aux séances, vous avez vu que les opinions se sont très librement exprimées. Oui, mais c'était un peu un dialogue de sourds. C'était un peu un dialogue de sourds. En effet, il faut commencer par là. On est sourd d'abord et ensuite les oreilles se débouchent. Et c'est ce qui arrivera après le colloque. Joseph Fontanet, pour sa part, ne s'alarme pas devant les désaccords et les blocages. Les débats, a-t-il dit, ont permis de connaître les points sur lesquels il y a une ouverture facile et ceux où il y a de grosses difficultés qu'il faudra surmonter. Il a annoncé également qu'il tiendra compte des travaux du colloque pour la réforme de l'enseignement secondaire. Après la confrontation générale à laquelle le colloque a donné lieu, je vais pouvoir arrêter les grandes lignes d'un avant-projet qui va être débattu de nouveau avec tous les interlocuteurs traditionnels et institutionnels, si je puis dire, d'éducation nationale, c'est-à-dire les associations de parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, les experts de toute origine dont le concours sera indispensable, de telle manière que je puisse soumettre ensuite un texte mis au point au gouvernement et qu'ensuite le Parlement puisse lui-même en être saisi. Je pense pouvoir déposer ce texte devant le Parlement au mois de mars. Il y a un certain nombre de points concrets, par exemple le bac, va-t-il être supprimé? Je ne peux pas vous dire il reste, il est aménagé ou il est conservé tel quel. Ce sera la conséquence de tout ce qui précédera. Ce que je crois, c'est que comme il faudra toujours un examen pour sanctionner les études secondaires, pourquoi ne serait-ce pas encore le baccalauréat? Le colloque avait deux ambitions. 1. Recenser tous les problèmes de l'éducation et toutes leurs solutions. Là, l'objectif n'est pas atteint, il reste de grands vides. L'enseignement technique en particulier a été presque complètement oublié. 2. Dégager de grandes idées forces. Là, le bilan est plus positif. Un accord s'est fait sur l'éducation permanente, sur l'égalité des chances. L'école ne suffit pas dans ce domaine, mais elle doit faire tout son possible pour corriger les inégalités, et cela très tôt, dès la maternelle. Sur la communication, enfin, apprendre aux individus à s'exprimer et à communiquer est un des rôles essentiels de l'école, au même titre que l'acquisition des connaissances. Paris-Marseille sans arrêt par autoroute, ce sera presque fait pour Noël. La traversée de Lyon, qui ralentissait la circulation, sera dès la fin décembre assurée par une nouvelle voie provisoire, terminée dans 18 mois.
Un dernier point noir toutefois à Vienne. Une déviation est aussi en construction. Elle sera ouverte pour l'été prochain. Madame Pompidou, chez les anciens de la 2e DB, inaugurait aujourd'hui la traditionnelle vente de charité. Cette manifestation coïncide avec un anniversaire, celui de la mort de Philippe de Hautecloque, dit Leclerc, maréchal de France, l'homme de Couffra et de la libération de Paris. En novembre 1947, il y a 26 ans, son avion s'écrasait près de Colombéchard. « 5 millions de pêcheurs. Ils sont en effet 5 millions en France pour qui la pêche est le passe-temps ou le sport favori. Mais la pêche coûtera plus cher en 1974. Au congrès des fédérations départementales de pêche qui s'est tenu cette semaine à Paris, le ministre de l'Environnement a annoncé, souvenez-vous, une augmentation de 25% des cotisations. Cela, répétons-le, à la demande des fédérations elles-mêmes. Les cotisations étant en effet leur seule ressource. Les nouveaux tarifs, les revoici. La pêche au coup, c'est-à-dire avec une ligne plombée ordinaire, 10 francs. La pêche au lancer, dite sportive, 22 francs. Les pêcheurs, d'une façon générale, ne contestent pas cette augmentation, tout au moins si elle permet de réempoisonner davantage, de réparer les dégâts des aménagements hydrauliques et surtout de résoudre le problème numéro 1, la pollution des rivières et ses conséquences. Du poisson, il y en a, mais ce qui est alarmant, c'est sa qualité à la consommation et la disparition de certaines espèces. Dans la Seine avant Paris, on compte 25 espèces de poissons. Après la capitale, 1 ou 2 seulement. D'autre part, depuis ces 10 dernières années, selon les experts, le poisson n'est pas toujours très sain et son comportement a changé. Est-ce que vous le mangez, le poisson que vous attrapez? Non, non plus. Pourquoi? Il n'est pas bon, en principe. Hein. À cause de quoi? Bon, je sais pas, la vase ou le mazout ou... Si je fais un brochet, je ne vais pas le donner, vous pensez, hein? Je le fais au plat, au four, et puis il me regarde drôlement. Je ne vais pas le donner, hein? Est-ce que vous mangez le poisson que vous pêchez? Bien sûr. Rarement. Oh, Rarement. Si. On le fait manger. Oh, parce que mon mari n'aime pas le poisson. Il aime beaucoup le pêcher, mais il n'aime pas le poisson. Mais sans quoi... Vous le trouvez bon, le poisson que vous pêchez? Oui, enfin, oui. il est évident que le poisson de rivière est meilleur que le poisson Poisson d'étang en d'étang, général. oui, c'est sûr. Mais non. Il paraît qu'il a un mauvais goût, le poisson, maintenant. Non, un mauvais goût, non. Non, enfin, Non. c'est pas vraiment le mot. Enfin, je pense pas. Non. Enfin, moi, je peux pas. Vous n'avez pas peur de vous empoisonner? Non, non, pas du tout. Absolument pas. Il paraît que les poissons ont changé de comportement. Est-ce que c'est vrai? Oh, je pense bien, monsieur. Les poissons sont devenus malins. Ils ont évolué. Fini les pêches de grand-père. Vous savez, les épingles à nourrice et tout autre, c'est terminé maintenant. Nous avons des lignes de 8 centièmes, bas de ligne de 6 centièmes, des hameçons de 22 centièmes. Vous comprenez, il y a comme ça qu'on y arrive. Autrement, autant rester chez soi. La pêche reste malgré tout un loisir parfait, une détente idéale. C'est du moins l'opinion de la plupart des pêcheurs. Mais malheureusement, la sauvegarde de ce loisir est liée directement à la protection de la nature. Les pêcheurs en sont conscients. Aussi, ils ont une nouvelle fois fait appel au pouvoir public et aux pêcheurs eux-mêmes pour lutter contre la pollution de plus en plus envahissante des rivières. Pour Jean Richard, le très grave accident de voiture qu'il a eu le 10 mai dernier, il y a donc maintenant 6 mois, n'est sans doute plus qu'un mauvais souvenir. Depuis cet accident, on ne l'avait pratiquement ni vu ni entendu, mis à part quelques photos de lui publiées dans quelques journaux, à la suite d'une convalescence longue et, disons-le, difficile. Et puis, Jean Richard s'est rétabli et il vient de confier quelques-unes de ses impressions à une équipe de 24 heures sur la Une. Des impressions, mais aussi, vous allez l'entendre, des projets d'avenir sur la première chaîne. On y est? Ouais. Silence. Le moteur. Tourne. Ces animaux, c'est première. Disons que tout va mieux, oui, oui. Ça a été très très mal, alors ça va évidemment mieux. Jean Richard, devant les caméras de 24 heures sur la Une, il présente avec Jacqueline Baudrier son cadeau de Noël aux téléspectateurs. Une nouvelle série de son émission Ces animaux qu'on appelle des bêtes, mais pour lui, ce retour à la télévision marque la fin d'une longue convalescence. Si les téléspectateurs attendent avec impatience la série des animaux, ils attendent aussi le retour de Maigret. Oui, eh bien, c'est pour bientôt. En février, je tourne les Maigret. Que ce soit justement dans cette série des Maigret ou que ce soit dans vos émissions sur les animaux,
Vous apparaissez toujours comme un personnage, disons, très calme, à la limite philosophe. Je voudrais savoir si votre accident a renforcé ce caractère d'homme pondéré. Non, mais il m'a au contraire rendu beaucoup plus nerveux. C'est l'enseignement principal que vous tirez? Un des enseignements. Le principal peut-être pas quand même. L'été dernier, pendant votre convalescence, on a beaucoup parlé du cirque, on a beaucoup parlé également de la crise que traverse le cirque. Alors quel est votre avis sur ce problème? Mon avis est qu'un cirque a traversé une crise et qu'on m'aurait demandé il y a 1 an quel serait ce cirque et quelle serait sa crise, j'aurais tiré la bonne aventure facilement. Y a-t-il une solution alors? Une règle générale? Il y a de la difficulté parce que ça coûte très cher. Mais il n'y a pas de règle générale, il y a d'essayer de faire du bon spectacle et de bien le vendre. Merci. Ceci est un spectacle unique en son genre. À première vue seulement, ce n'est qu'un décor qui bouge. Pas de texte, pas d'intrigue, pas de comédien, du moins immédiatement visible. En fait, il y a des comédiens, mais ils sont cachés sous une sorte de cuirasse bariolée, visage compris. Ce sont des marionnettes vivantes. Ce spectacle est intitulé « Coucou Bazar ». Il est montré au public tous les jours à 18h30 à Paris, sous la nef du Grand Palais des Champs-Élysées. L'auteur de Coucou Bazar est un peintre. Il s'appelle Jean Dubuffet. Une exposition importante de ses œuvres est présentée en même temps, dans ce même Grand Palais, par le Centre national d'art moderne. C'est dire l'importance qu'on lui accorde officiellement. Cependant, bien que français, Jean Dubuffet est moins connu et peut-être moins apprécié en France qu'aux États-Unis, où on le tient en haute estime. Il a commencé à peindre avec des matériaux choisis en fonction de leur extrême pauvreté apparente. Quelque chose qui ressemblait à de la boue. Dans cette boue, il a fait progressivement apparaître des formes élémentaires. C'était une sorte d'art brut. L'expression est d'ailleurs de lui. Puis, il a peint des formes plus complexes, des formes entremêlées, sorte de puzzle qu'il a appelé ourloupe. Il a découvert dans ces puzzles des ébauches de personnages fantastiques issus du hasard. Et il en a fait naître ce qu'il appelle lui-même des bonshommes. Il a séparé ces bonshommes du reste de ses peintures, les a sculptés dans du polyester et a voulu leur donner une vie autonome. D'où l'idée de fabriquer des costumes rigides, à l'image de ces bonshommes, d'en revêtir des comédiens. Dès lors, le spectacle que vous voyez était né. C'est un spectacle qui est intermédiaire entre la peinture et le théâtre, ou qui est à la fois l'un et l'autre. C'est une extension de la peinture. Les peintures qui sont généralement confinées dans un rectangle, là, ne le sont plus, elles sont découpées et elles sont expansées de telle manière que c'est comme un tableau dans lequel on entre. Finalement, j'ai l'impression que ça entre en concurrence avec le théâtre et que c'est de nature à donner des idées nouvelles sur des spectacles théâtraux. En bref, le Coucou Bazar du Grand Palais des Champs-Élysées, ce spectacle sans parole premier du genre, c'est du théâtre peint, ou plus exactement, de la peinture animée. Avant de vous quitter, je vais vous donner rapidement trois informations qui sont tombées pendant que ce journal se déroulait. Une information qui est liée à la crise du pétrole. Tous les tarifs passagers sur les avions vont être augmentés de 6%, sauf sur les lignes Atlantique, Nord et Pacifique, où l'augmentation ne sera que de 4%. C'est une décision qui vient d'être prise.
Le match Monzon-Napoles sera très probablement reporté au 15 décembre. Il devait avoir lieu, vous le savez, à Paris le 9 décembre, mais Monzon a l'air très sérieusement grippé. Et puis, cette information à propos de l'enlèvement de ce bébé, il y a 5 jours, dans une maternité près de Metz, j'ai l'impression qu'on approche probablement du dénouement de cette affaire, encore qu'il faille rester prudent. Les policiers viennent d'arrêter, il y a à peu près 45 minutes, un suspect, et on annonce d'autres arrestations dans la soirée. Donc on approche très probablement du dénouement de cette très curieuse affaire. Mesdames et messieurs, merci de votre attention, bonsoir.